Salut à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on a eu le FOMC, on a eu l'inflation. Bien évidemment qu'on va en parler, quelques informations extrêmement pertinentes d'ailleurs liées à l'inflation et on va reprendre l'ancien modèle de calcul de l'inflation et vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre puisque ça suit parfaitement la value vis-à-vis des indices, notamment boursiers. Bitcoin a largement surperformé depuis le début de l'année, peut-être un des seuls actifs qui a surperformé autre que les 7 magiques. On va parler tout ça de cette vidéo et quelques petites surprises et notamment une demande de la part de la communauté, avec grand plaisir de vous accompagner sur ce nouveau défi. On va en parler dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés crypto ou traditionnels, sachant que ma pondération est bien plus axée sur les cryptos et les ruptures technologiques crypto que sur les marchés plus traditionnel, avec une pondération moindre. Deux petites informations extrêmement importantes. La première, côté partenaire, 10 USST spot qui vous sont offerts. Je demande systématiquement du spot, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Si vous êtes trader extrêmement actif, ça vous paiera quelques fees. Sinon, ça pourrait éventuellement avoir une survalorisation, en tout cas une surpondération supplémentaire aux alentours des 10$ par rapport à une crypto que vous avez en portefeuille ou que vous souhaitez tout simplement acquérir. Seule condition, être inscrit via le lien dans l'affiliation et au moins un trade de 100$, tout simplement. Donc spot marche très bien et j'aime beaucoup moi les petits bonus spot. Donc dès que je peux vous en décrocher, je vous les partage. Beaucoup me l'ont demandé dans les commentaires, notamment sur le Discord des rois du marché. Et avec grand plaisir, on se le refait. On l'avait fait pendant le mondial 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, on réitère l'opération sur mon petit prono du côté de l'euro en Allemagne, et d'ailleurs un peu partout, mais l'euro 2024, avec grand plaisir de vous voir nous rejoindre la communauté des rois sur mon petit prono par rapport aux résultats hypothétiques vis-à-vis de ce championnat d'Europe. Donc soyez nombreux, je vous mets le lien dans la description. Et j'espère qu'on pourra partager un bon moment et on va beaucoup être actifs, notamment sur Blabla. Et on va le laisser dans Blabla. Ça permettra vraiment d'être super actif. Et on va se mettre en mode football, en mode compétition. Et peut-être que les marchés, pendant ce temps-là, généralement, courant de l'été ou au début de l'été, les traders partent en vacances et il se passe un petit peu à rien sur les marchés financiers. Et s'il devait se passer des choses, on le reprendra ensemble tout l'été pour en parler. Généralement, on remet les pendules à l'heure au mois de septembre. Et vous allez voir que ça suit plutôt pas mal au niveau de notre temporalisation, notamment vis-à-vis des marchés options. Côté Bitcoin, j'avais un petit trade. Elle n'a pas marché la vidéo de mardi. J'ai pas pu la refaire. J'ai eu un énorme bug en fait et je sais maintenant d'où ça vient les bugs vis-à-vis des lives. C'est OBS en fait que je dois désinstaller, réinstaller. Il faut que je reparamètre. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est lui qui m'embête depuis finalement quelques jours. Je pensais que ça venait de YouTube ou du Discord. Bien non, c'est bien OBS qui est en surcharge pondérale. Donc peut-être que je l'utilise trop, ma foi. La question reste complètement ouverte. Donc j'avais un trade. Je vous avais dit, ce trade ne peut plus être perdant. Pourquoi ? Parce qu'on était parti chercher notre trendline baissière ici. Donc on est passé à break-even. Pourquoi ? Parce que j'avais eu une émotion, confirmation, acceptation bougie de contrôle, même si elle était rouge. J'attendais donc une accélération pour aller chercher la liquidité. On n'est pas pressé chez les rois, on time pas le marché. Si ça prendra quelques jours de plus, quelques heures, quelques semaines de plus pour aller chercher cette liquidité, on finira pour aller la chercher. Pour la simple et bonne raison que ça va être extrêmement difficile pour les bears d'aller chercher le point bas, donc le précédent lot, si on ne vient pas chercher de la force ici de collatéral vis-à-vis d'une poche de liquidité aux alentours des 75 000, 77 000$. Donc je me suis fait sortir de ce petit trade ici, qui est donc gagnant, puisque j'étais passé à break-even, vous avez compris l'idée, et j'ai pas pris le nouveau. En fait, j'ai été votre contrepartie. Donc, je me suis fait sortir de mon trade, et vous avez peut-être pris une position où ça sur un premier arrêt. Tout simplement, c'est assez simple. Regardez à quel point c'est chirurgical. On va chercher les bottom-up ici, top au bottom, et c'est incroyable. Attendez, c'est incroyable. Attendez, c'est incroyable. On le calcule à combien de dollars près ? Donc 66 000... 666. Allez, on va le monter un peu. 66,61, donc 68 061 jusqu'à 66 067. C'est assez impressionnant. Hein. Bon, on aurait pu prendre le pinceau. Je suis sûr qu'avec le petit aimant, c'est encore plus chirurgical, soit dit en passant. Mais vous avez compris l'idée. Donc, beaucoup a été en contrepartie, suite donc à ce FOMC, d'une forme de réduction au niveau de la voilure, notamment des taux directeurs de la Fed, qui... peut-être ne sera pas de 3, mais peut-être de 2 d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que l'inflation est encore forte et vous allez voir à quel point c'est assez intéressant d'aller observer les anciens modèles de calcul de taux. Mais juste avant, j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'est ça.
On l'a compris, on ne trade pas avant des événements de liquidité. Et si on reprenait en fait une fractale qui avait été partagée par Shoes sur Twitter, donc merci pour ce partage-là, à l'approche ou quelques jours avant le FOMC, dans toute la hausse depuis les 3 à 4 derniers mois, ou en tout cas même les 6 derniers mois, j'ai envie de dire, par rapport à la différentes successions des FOMC, on perd 10%, on perd 11%, on perd 10%, et puis là, on avait juste perdu 4%. Est-ce que c'est plus résilient? Non. On s'est pris une petite douche, et on est parti chercher un tout petit peu plus bas que les 67 334 $. Donc, ma foi, une nouvelle fractale, petite chasse à la liquidité, 300 millions de dollars, un peu plus de 300 millions de dollars de liquidation acheteuse ici. Donc le train monte toujours, en tout cas on essaie de faire monter le marché avec un minimum de personnes, mais de le faire chuter avec un maximum de personnes. Il semblerait qu'avant d'aller faire des nouvelles respirations haussières, pourquoi pas un petit décrochage, éventuellement prise de liquidité, c'est le temps qui nous le dira, on décharge un tout petit peu le train avant de continuer et de poursuivre. Deuxième chose, c'est ça. Peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, mais il y a eu un changement de polarité profond dans Bitcoin. Vous savez que j'aime bien vous chiner ce type d'informations. Donc je suis parti sur CryptoCount et je suis parti regarder au niveau de la vélocité. La vélocité, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction de l'appréciation du price action de Bitcoin, le nombre de transactions qui passent on-chain sur la blockchain Bitcoin. En somme, vous le comprenez bien. Si vous avez le prix qui s'apprécie, vous allez avoir beaucoup plus de vélocité puisque beaucoup plus de transactions parce que beaucoup plus d'intérêt. Et si vous reprenez une fractale précédente, ou depuis la genèse même, la création de Bitcoin, vous avez cet indicateur de vélocité qui est extrêmement haussier à chaque phase haussière. Donc les bull run, vélocité très forte, beaucoup de transactions sur la blockchain, c'est juste incroyable de l'observer. Et puis derrière, ça dégringole pendant les bear markets. Et de renouveau, dès qu'on voit le price action augmenter, on a une magnifique augmentation vis-à-vis de la blockchain et des transactions vis-à-vis de Bitcoin. Et puis pendant les bear markets, une forte dégradation. Et vous avez exactement la même chose pendant 2021, une très forte vélocité, beaucoup de transactions sur la blockchain et finalement énormément en bear market, une forme de décorrélation. Et là, vous avez en fait un renouveau au niveau des nouveaux ATH, nouveau all-time high vis-à-vis de Bitcoin, et la vélocité est quasiment au plus bas. Les gens ne bougent plus. En somme, on peut peut-être penser ici, et je partage en fait cette recherche-là, ou en tout cas cette idée-là, que Bitcoin est peut-être bel et bien une réserve de valeur, plus qu'une monnaie d'échange. Plus que l'idée de Satoshi Nakamoto d'avoir un monnaie de pair à pair, donc peer-to-peer, de cash money. Tout simplement électronique cash, de monnaie électronique en ligne complètement décentralisée, de pair à pair. Donc on voit qu'il y a une forme de décorrélation par rapport à ce que la perception qu'on peut avoir vis-à-vis de Bitcoin, telle monnaie, le cash monnaie, ou une réserve de valeur, un petit peu à l'image de l'or 2.0 si vous le souhaitez. Et ça prouve peut-être bien ici qu'on est plutôt axé sur une demande plus institutionnelle, avec des manipulations de cours, on ne peut pas forcément parler de manipulation, mais avec des patterns de wake-off très bien retranscrits, avec des émotions et des ranges qui sont relativement longs, avec une forme d'extension par rapport à une volatilité forte, malgré un désintérêt extrême en haut de range. Et donc on peut peut-être éventuellement tenter d'en conclure que c'est plutôt les institutionnels qui mènent la barque plutôt que nous. Et croyez-le ou non, les institutionnels ont un don pour nous saboter les émotions et pour nous faire malheureusement potentiellement vendre au pire moment et acheter au pire moment également. Donc soyez conscients qu'à la fin c'est votre stratégie qui gagne et suivez-la coûte que coûte. Pas d'émotion dans les ranges. Et c'est là d'ailleurs où il y a le plus généralement d'émotivité et d'émotion, surtout par rapport au biais d'impatience. Ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder sur les rois du Bitcoin. Donc prenez du recul, attendez des résolutions et jouez les extrémités. Jouer les résolutions. Et je vous en montre une, parce qu'en réalité, on n'en sait rien de ce que va faire Bitcoin. Vous avez deux possibilités. Dans un range, il y a toujours un gagnant et un perdant. Soit on va décrocher par le haut et on va chercher des extensions. Généralement, vous allez chercher l'intégralité du range et vous le doublez tout simplement aux alentours des 85 000, 88 000 $. Je sais que ce sont des objectifs de beaucoup d'analystes que je suis actuellement. Et vous avez également des objectifs sur la résolution de ce range pour aller chercher beaucoup plus bas aux alentours des 46 000, 47 000 $. Et éventuellement une magnifique trendline haussière sur les 52 000 $, qui est également le premier raid de tout le précédent mouvement. Il y a un make price 55 000. Donc vous avez en fait deux polarités, toujours deux camps qui s'affrontent, qui finira par l'emporter. Ce sera toujours la minorité, donc la majorité paiera la minorité, et c'est le premier qui bouge généralement qui perd. Donc faites attention à des formes de résolution, peut-être un tout petit peu trop accentuées, sans réel catalyseur et canalisateur d'expansion.
Très important de le comprendre. Maintenant, la liquidité se trouve au nord. Je reste relativement convaincu que ce marché, il ne se vend pas. Il est plutôt à acheter. On est toujours en fait en contrôle total vis-à-vis des boules sur des grandes time frames. Mais sur des petites time frames, ça reste un peu plus compliqué. Et si on part sur des petites time frames et si on a un trade à prendre, moi j'en vois un actuellement. Donc j'attendrai toujours les mêmes structures. On va regarder vis-à-vis du RSI en 14 périodes. J'attends toujours mes petites divergences. Donc ici, une divergence qui pourrait être potentielle. Ouais, le RSI dégrade, mais toujours plus haut par rapport à une clôture de bougie vis-à-vis de du précédent lot en dessous. Et ici, je joue les réintégrations du range précédent. Le range précédent, il serait ici pour aller viser le haut de range. Donc des petits ranges dans des plus grands ranges, dans des plus grands ranges, dans des énormes ranges, je joue généralement les réintégrations vis-à-vis des ranges. Petit pullback, puis derrière, une belle petite résolution haussière, pourquoi pas, avec une latéralisation, et c'est peut-être le moment d'y aller. Et il faut que émotionnellement, il y ait une courte majorité qui soit plutôt du sens contraire du mouvement. Encore un énième piège baissier. Le piège baissier, on l'avait annoncé. Alors, il est beaucoup moins profond que ce qu'on pouvait attendre. Ça ne veut pas dire que ça va être haussier, mais c'est clairement ce que je jouerai personnellement. Et ça donne une confluence assez parfaite par rapport à la petite croix que je vous avais positionnée ici sur les 65 000 $. Donc, quand je note des choses, comme je suis toujours la contrepartie de quelqu'un ou quelqu'un est la contrepartie de ma position, à ce moment-là, je les garde dans le marbre et je la jouerai, tout simplement. Donc, je pense que ça peut être un bon play d'essayer de jouer quelque chose comme ça. Tout simplement. Alors, toujours pareil avec des réactions, de résolution et des réintégrations, c'est toujours ce qu'on joue, bien évidemment. 3 petites choses très intéressantes également. ZK Sync qui va proposer un magnifique airdrop. Bon, vous comprenez bien que c'est un des plus gros airdrops et on l'attendait depuis des mois, j'ai presque envie de dire des années. On l'a joué il y a quelques mois en arrière, il y avait même un salon dédié sur ZK Sync et il y en a beaucoup qui ont continué à interagir avec la blockchain, enfin en tout cas avec ce projet-là. Oui, d'ailleurs, c'est ZK Rollup, je ne sais pas si c'est la blockchain, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je ne sais pas. Bon, vous avez compris l'idée, les Optimistic Rollup et les ZK Rollup, enfin, vous avez compris un peu le phénomène. Il y a deux camps qui s'affrontent, on va pas en revenir, et 17,5% pour l'airdrop. Donc ça fait des airdrops relativement importants, et Cryptomatrix nous expliquait que c'est un des plus importants depuis Uniswap. Oui, c'est peut-être un des plus importants depuis Uniswap, on a reçu à peu près 1400 $ si vous aviez passé une transaction sur Uniswap à l'époque. Je parle de ça, c'était en 2020, 2019 ou 2020. Mais vous avez vu le nombre de trucs qu'il faut faire maintenant pour essayer de taper le maximum vis-à-vis transactionnel. C'est que pour les développeurs. Ce sont des gens qui mettent des messages dans GitHub, qui répondent à des trucs, qui ont plus de 25 messages, etc. Enfin, je pense que c'est plus compliqué d'essayer de trouver des candidats au airdrop plutôt que de créer un projet crypto. À un moment donné, on va dans un truc complètement délirant. Donc j'ai un peu laissé de côté. Peut-être que je vais être éligible et à quel montant, j'en ai vraiment pas la moindre idée. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas développeur, si vous n'êtes pas tech, ingénieur, je pense pas que ce soit réellement intéressant. Je vous parle éventuellement d'une courte expérience là-dessus. J'ai pris le parti de m'en éloigner. Mais en fait, les airdrops sont relativement décevants pour ceux qui ne sont malheureusement pas, comment on peut dire ça, intégrateurs de la blockchain, développeurs de la blockchain ou réels initiateurs de la blockchain en question, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut vraiment prendre son mal en patience, et c'est presque un business aujourd'hui de chiller des airdrops, tout simplement. Donc j'espère qu'on aura un bel airdrop tout de même, on l'attendra avec grande impatience. On finit sur le FOMC laisse les taux inchangés mais réduit les perspectives d'assouplissement pour 2024. Bon, l'inflation est tantôt haute, tantôt basse, je peux le comprendre, je vous le dis en toute franchise, elle est relativement stable. On est très éloigné vis-à-vis de l'inflation sous-jacente demandée par la Fed et notamment par l'ensemble des banquiers centraux. Mais si on reprend un petit tweet de Willy Woo qui est très récent, il y a une augmentation de 7,5% par rapport à l'inflation déclarée à la méthodologie basée sur les années 80. Il continue de changer la méthode pour vous éclairer. L'inflation est en réalité de 10%. S&P fait plus 11, l'or fait plus 8. Et à quel point c'est une magnifique corrélation entre inflation et indice boursier ou marché action, marché à risque. Ajoutez 5% de dévalorisation monétaire et vous avez, entre guillemets, le check-up total. Seul Bitcoin peut vous protéger à 30%, également à 88%. Vous avez compris un petit peu l'idée. Mais si vous reprenez en fait la base de calcul de début des années 80 par rapport à celle d'aujourd'hui vis-à-vis du CPI, eh ben en fait on n'est clairement pas à 3%, on est plus près des 12%, 11-12% ici, à l'heure où je vous parle. Donc est-ce qu'il faut quand même s'en soucier? Est-ce qu'il faut le regarder avec un énorme intérêt? Non, le montant ne nous intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est la tendance. Donc tant qu'elle continue à être baissière, c'est très positif pour les marchés. S'il y a un décalage et qu'elle redevient haussière, avec une augmentation au niveau de l'inflation, ça veut dire un manque de contrôle, un manque de maîtrise, et à ce moment-là,
fébrilité vis-à-vis des marchés parce que incertitude. Voilà ce que combat les marchés. Donc incertitude, et plus il y a d'incertitudes, plus il y a de la volatilité, et généralement, on prend les jambes à notre cou, surtout que les indices sont au plus haut aujourd'hui, et continuent à être au plus haut. Et si vous voyez une dégradation vis-à-vis de l'inflation, donc un assouplissement un petit peu au niveau des mentalités, finalement, ou plus de certitude par rapport à la suite logique d'actions vis-à-vis des banquiers centraux, qui aujourd'hui sont clairement à la manette et à la manœuvre de toute l'économie mondiale, dans notre système et dans notre écosystème actuel, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Et jusqu'à preuve du contraire, ça semble plutôt être positif, puisque en deçà des attentes. Donc je reste haussier par rapport à ces petits indicateurs-là, je cherche plutôt des plaies acheteurs ici, et à vous de me dire dans les commentaires si vous suivez ce raisonnement-là, ou si vous cherchez des choses beaucoup plus chaotiques. Et c'est tout à fait possible. Maintenant, il faudra bien évidemment se positionner. Si ça vient ici, aux alentours des 52 000 $, 55 000 $, c'est pas debout sur la table, mais pas très loin. On a exactement la même idée vis-à-vis de Ethereum. Ici, on avait pris le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Si vous aimez les premiers arrêts et ils tentent d'avoir des réactions, à partir du principe qu'il y a une réaction et on a cassé le premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un petit tour dans une zone de rechargement d'achat. Court terme, bien évidemment. Ici, entre les 618 et 586, des équilibres de marché. Donc, si Bitcoin se retrouve à moins 6, moins 7%, à partir du principe que très probablement que Ethereum fera moins 10, malheureusement, et ne donnera finalement pas satisfaction par rapport à une reprise de dominance vis-à-vis de l'ensemble du marché. Et c'est clairement ce qu'on avait identifié ensemble. Donc, le premier arrêt n'a pas malheureusement tenu. Derrière, peut-être un tour au niveau de la zone de rechargement court terme. Donc, soyez très vigilants, puisque on a eu ces informations-là. Et on commence à les avoir. On pourrait dire qu'on tente de le maintenir, mais difficile, peut-être de très courte durée. Mais c'est jouable, bien évidemment. Attendez des réintégrations par rapport au range précédent. Si on clôture là-dessus, c'est plutôt très positif, tout simplement. Voilà, donc on fait les bêtes et disciplinés. Jouez vos plays, jouez vos setups. Moi, je suis dans un gros long au niveau de Ethereum et j'en rachèterai de toute manière beaucoup plus bas, personnellement, si le marché venait à moi. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin.